Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal sur Capital FM. Voici les titres de l'actualité. À la une de votre édition de ce lundi, le gouvernement camerounais veut intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé. Engagement réitéré par le ministre de la Santé publique en Inde lors d'un sommet mondial sur la question. Ici sur place au Cameroun, où en est-on? Qu'en est-il du cadre légal ou encore de la sécurité des patients? On en parlera dans le dossier de la rédaction, mais également en fin de journal avec notre invité spécial, le docteur Manaouda Malachi, ministre camerounais de la Santé publique. Il reviendra en exclusivité sur la vision du gouvernement et les attentes des populations. Dans un autre registre, les congés de Noël sont officiellement lancés au Cameroun et avec eux, une nouvelle organisation familiale. Comment les parents s'organisent justement pendant cette période de pause? Nous irons en immersion dans une famille. Et puis dans ce journal, il sera également question de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui a officiellement débuté du côté du Maroc notamment. C'était hier dimanche. Une édition 2025 encore marquée par une annonce fracassante de la CAF, notamment l'organisation de la CAN est désormais tous les 4 ans. Mesdames, Messieurs, vous avez le sommaire. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal sur Capital FM. On démarre cette édition avec notre dossier de la rédaction consacré à la médecine traditionnelle. Et justement, le Cameroun a marqué de son empreinte le 2e sommet mondial sur la médecine traditionnelle organisé du 17 au 19 décembre à New Delhi en Inde. Le pays a défendu une approche médiane, intégrer la médecine traditionnelle dans le système de santé national de façon sécurisée, encadrée et scientifiquement validée, tout en préservant les savoirs endogènes et les pratiques culturelles. Sandrine Egolo pour les détails. Le Cameroun, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a présenté l'état des lieux de la médecine traditionnelle sur son territoire, une pratique largement utilisée par les populations, désormais encadrée par une loi promulguée par le président de la République et dont les textes d'application sont en cours d'élaboration. L'objectif affiché est de permettre une intégration progressive de certains traitements traditionnels dans la médecine conventionnelle sans renoncer aux exigences de qualité, d'éthique et de standards sanitaires. Au-delà de l'encadrement juridique, Yaoundé insiste aussi sur la valorisation des savoirs endogènes. Il s'agit de préserver les connaissances traditionnelles tout en les soumettant à une validation scientifique rigoureuse, notamment à travers l'exploitation contrôlée des plantes médicinales locales. Une approche qui vise à concilier patrimoine culturel et innovation thérapeutique. Autre signal fort envoyé depuis New Delhi, l'ambition du Cameroun d'aller plus loin que le discours. Le pays plaide pour une création d'un centre collaborateur dédié à la recherche translationnelle en médecine traditionnelle, capitalisant sur les structures existantes comme l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales. Un projet présenté comme un levier pour faire passer la médecine traditionnelle de l'usage empirique à la preuve scientifique. Le pays inscrit cette démarche dans une lecture plus large des expériences sanitaires récentes. Lors de la crise de la Covid-19, la médecine traditionnelle a dans plusieurs pays été mobilisée comme approche complémentaire dans la prise en charge des patients, renforçant l'argument en faveur d'un encadrement institutionnel plus solide. Reste désormais à traduire cette ambition internationale en résultats concrets, visibles et mesurables dans les hôpitaux camerounais. Et vous l'avez dit, Sandrine, du cœur de New Delhi aux hôpitaux camerounais, le projet de création d'un centre collaborateur en médecine traditionnelle se précise. Une initiative qui pourrait bien transformer la recherche, mais aussi la formation et la normalisation du secteur au Cameroun. Jaïe les audios. Le ministre de la Santé publique a relancé l'idée de créer un centre collaborateur de médecine traditionnelle, un projet structurant destiné à encadrer et valoriser les pratiques traditionnelles dans le système de santé camerounais. Selon les experts, ce centre servirait plusieurs objectifs clés: la recherche scientifique sur les remèdes et pratiques locales, la formation des praticiens et professionnels de santé et la normalisation des produits et méthodes pour garantir sécurité et efficacité. Pour le MinSanté, cette structure pourrait également devenir un pôle d'expertise nationale et régionale capable de collaborer avec les institutions internationales comme celle de l'Inde
où le système Ayush combine médecine traditionnelle et innovation scientifique. Les universitaires et chercheurs consultés voient dans ce projet une opportunité de légitimer la médecine traditionnelle au niveau national et de créer des passerelles entre savoir ancestral et sciences modernes. Mais certains alertent. Sans financement stable et cadre juridique clair, le centre risquerait de rester un effet d'annonce plutôt qu'un véritable outil de transformation. La balle est désormais dans le camp des autorités camerounaises et des partenaires techniques pour définir les contours opérationnels, le financement et surtout la mise à l'épreuve concrète de cette initiative prometteuse, capable de donner au Cameroun un rôle de leader dans la valorisation scientifique et la médecine traditionnelle. Adoptée il y a une année très exactement pour encadrer une pratique largement répandue, la loi sur la médecine traditionnelle est aujourd'hui confrontée à la réalité du terrain. Entre volonté politique affichée et texte d'application attendu, quel bilan peut-on dresser de son application au Cameroun? Élément de réponse avec Daniel Yondou. Un an après la promulgation de la loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle, le Cameroun amorce une phase décisive. Adopté en décembre 2024, ce test devait baliser l'intégration progressive de la médecine traditionnelle dans le système de santé tout en protégeant les patients et les savoirs endogènes. La démarche répond à une réalité largement partagée. Au Cameroun, près de 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle, aussi bien en milieu rural qu'urbain, souvent en complément de la médecine conventionnelle. Une pratique profondément ancrée dans les cultures, désormais reconnue comme un patrimoine thérapeutique à structurer. La loi consacre ainsi des principes fondamentaux, la protection du patrimoine immatériel des communautés, la préservation de la propriété intellectuelle ainsi que l'encadrement de la qualité, de l'efficacité, de la sécurité des produits issus de la pharmacopée traditionnelle. Une volonté politique assumée qui vise également à préserver la biodiversité et à sécuriser les pratiques. Mais sur le terrain, l'application reste progressive. Les textes d'application attendus pour préciser les mécanismes de formation, de certification et d'organisation des praticiens sont encore en cours d'élaboration. En leur absence, l'intégration effective de la médecine traditionnelle dans les structures sanitaires conventionnelles demeure limitée. Pourtant, les enseignements tirés de la pandémie de Covid-19 ont mis en lumière le potentiel de la médecine traditionnelle dans l'offre de soins. C'est dans cette dynamique que le Cameroun envisage une intégration graduelle de services dédiés au sein des hôpitaux, appuyés par la recherche scientifique. Un an après son adoption, la loi sur la médecine traditionnelle reste donc à l'épreuve du terrain. Le défi désormais est de transformer le cadre juridique en résultat concret pour les patients et pour le système de santé camerounais. Rendons-nous effectivement sur le terrain, Daniel, avec cette question adressée aux Camerounais. Seriez-vous prêt à vous faire soigner dans un hôpital public par des traitements à base de médecine traditionnelle si ceux-ci sont officiellement encadrés par l'État? Et quelles sont vos raisons sur la question? Daniel Yondou vous a posé justement la question dans les rues de Yaoundé. Voici vos réactions. Le fait que l'État puisse mettre la main pour pouvoir contrôler les doses et ce qui se passe dans cette activité-là amènera les gens à avoir plus confiance, puisque il faut reconnaître même que les produits même issus de la médecine moderne sont fabriqués à partir de ces arbres-là, de ces écorces et autres. J'accepterais volontiers de me faire soigner dans un hôpital public par des médicaments naturels si cela est homologué par l'État. L'homologation de l'État signifie que l'État va se rassurer de la conformité du produit, si les produits ne sont pas toxiques, si les produits respectent les normes de production en matière d'hygiène et autres. Et là, ça fait une garantie d'efficacité du produit. Il faut savoir que nos parents vivaient très longtemps parce qu'ils se soignaient avec des produits naturels. Donc, ramener les produits naturels dans le système de santé classique, c'est une aubaine, c'est une très grande aubaine. Le gouvernement reconnaît dans cette forme de médecine une certaine efficacité. Et donc, il ne serait pas malvenu que les deux formes puissent cohabiter dans nos hôpitaux. Il arrive même que, moi j'ai des cas où il arrivait que vous allez à l'hôpital, dans un hôpital conventionnel, et puis on essaie ça, on fait ci, on fait ça, puis que le docteur vous dise, bon ben voilà, on a essayé, mais allez aussi un peu essayer de l'autre côté.
Justement, très présente dans le quotidien des Camerounais, la médecine traditionnelle reste peu réglementée. Face aux risques pour les patients, l'État camerounais cherche un équilibre délicat, encadrer les tradis praticiens sans fragiliser une pratique ancestrale largement utilisée. Adrien Dikwesa-Yakan. Ils sont des milliers à exercer à travers le pays, souvent reconnus par leur communauté, mais rarement par l'administration. Les tradipraticiens occupent une place centrale dans l'offre de soins au Cameroun, notamment là où l'accès à la médecine moderne reste limité. Mais cette popularité soulève une question sensible, celle de la sécurité des patients. Entre remèdes à base de plantes, diagnostic empirique et absence de protocole standardisé, les risques de dérive existent. Des cas d'intoxication, de retard de prise en charge ou d'aggravation de pathologies sont régulièrement pointés par les médecins conventionnels. Pour les syndicats de tradipraticiens, le problème n'est pas la pratique en elle-même, mais son manque d'encadrement. Ils réclament une reconnaissance officielle, l'enregistrement des praticiens et une meilleure organisation de la profession afin de renforcer sa crédibilité et d'écarter les charlatans. Du côté des usagers, la confiance demeure forte, mais elle est désormais conditionnée à des garanties. Les autorités sanitaires, elles, avancent prudemment. L'objectif affiché est de mettre en place un cadre réglementaire qui protège les patients, favorise l'évaluation scientifique de certains remèdes et encourage la collaboration avec la médecine conventionnelle. Entre héritage culturel, exigences scientifiques et impératifs de sécurité, l'État est face à une équation complexe. Réguler sans étouffer, protéger sans régner une pratique profondément enracinée. Et nous reviendrons de manière plus approfondie sur la question en fin de journal avec notre invité, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Il est 12h passées de 18 minutes à Yaoundé. Vous écoutez Capital Info Midi sur Capital FM. En politique, Maurice Kamto reprend officiellement les rênes du MRC. C'était au cours d'une convention nationale du parti tenue ce 21 décembre en visioconférence. Il a obtenu 95% des voix. Cette assemblée fait suite à l'interdiction fin novembre à Yaoundé de la convention initialement prévue en présentiel pour des raisons officielles de maintien de l'ordre public. Je vous le disais en titre, nous sommes donc en plein dans les congés de Noël. La fête ce dimanche à Soie. Une marée d'enfants ont vécu un Noël avant l'heure, notamment en la paroisse catholique Saint-Marc. Une initiative des Amazones, la section OFRDPC de la Mofouille à Famba Ouest. Ce fut un événement donc riche en sons, en couleurs, mais aussi en sourires dédié aux tout petits, âgés de 1 à 8 ans. Jean-Séraphin Kou, reportage. Ils sont venus nombreux, très nombreux, des enfants, des parents, surtout les mamans, rassemblés ce dernier dimanche de l'Avent à la paroisse catholique Saint-Marc de Soa. Une célébration eucharistique fort courue, suivie d'une surprise de taille, la fête de l'arbre de Noël. Plus de 700 jouets remis à des enfants âgés de 1 à 8 ans à l'initiative des Amazones de la section OFRDP de la Mofou et à Famba Ouest, une action de solidarité menée depuis 7 ans. Dans une atmosphère joyeuse et colorée, Maman Noël fait son entrée sous les acclamations des tout-petits. Les cadeaux sont là, bien visibles, soigneusement adaptés à l'âge des bénéficiaires, et l'émotion est palpable. Au cœur de cette initiative, la présidente des Amazones et premier adjoint au maire de la commune de Soa, portée en triomphe par les enfants et saluée par les familles émerveillées. Anne-Michel Zogo, présidente des Amazones, explique. C'est une équipe, on s'est mis ensemble pour rendre nos enfants heureux. C'est vrai, peut-être que c'est moi qui donne le ton, mais on le fait ensemble. Et nous sommes à notre 7e édition. Il n'y a rien de plus beau, de donner de la joie aux enfants, et surtout ceux qu'on ne connaît pas. Une action préparée dans la discrétion. Hormis le curé de la paroisse, les bénéficiaires n'ont été informés qu'à la toute fin de la messe dominicale de 9h,
traditionnellement dédiée aux enfants. Innovation majeure cette année, la célébration de l'arbre de Noël dans l'enceinte même de l'église, un choix symbolique fort. Anne-Marie Michel. Cette année, on a voulu la faire à l'église, déjà pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Et me lui rendre aussi, lui rendre tout ce qu'il nous fait de bien à travers ses enfants. Pour le curé de la paroisse Saint-Marc de Soa, cette initiative trouve tout son sens dans la foi et dans la communauté. Abbé Janvier Bertin Nama. Je pense que laisser venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, retentit en cette période de Noël, autant dans les églises que dans l'espace public. Chez les enfants, la joie est à son comble. Certains n'hésitent pas à exprimer leur bonheur, le sourire aux lèvres et le cadeau bien serré contre eux. Réaction de quelques-uns. Je m'appelle Tchala Emmanuel. Je fais le cours moyen 2. Je remercie Madame le maire pour ses cadeaux. Je dis vraiment merci pour tous ces cadeaux que j'ai eus. Je m'appelle Bénénomo Raphaël Axel Vanet. Je suis en classe de cours moyen 1. Je remercie Madame le maire pour tous ces cadeaux qu'elle nous a donnés. Que ce moment arrive encore et que Dieu la bénisse. En clôture, Anne-Marie Michel Zogo appelle les Amazones à renforcer l'esprit d'équipe afin que les prochaines échéances demeurent de francs succès au service des plus petits. C'est donc tout sourire et surtout en chanson que s'achève cette cérémonie de l'arbre de Noël à la paroisse Saint-Marc de Soa, laissant dans les cœurs la promesse d'un Noël de partage et d'espérance. Les congés de Noël ont donc officiellement commencé dans les familles. Ce premier jour sans école marque un changement brutal de rythme. Entre joie des enfants, bruit permanent et dépenses imprévues, les parents doivent s'adapter. Reportage au cœur des maisons avec vous, Griffith Ngomango. Dès le lever du jour, les maisons prennent un autre visage. Les réveils sont plus tardifs, les rires plus sonores, les jeux interminables. Pour les enfants, c'est le début d'une parenthèse enchantée. Pour les parents, le début d'un vrai défi. À la maison de Jade Zeu, mère de famille, l'ambiance est animée, mais le constat est lucide. Aujourd'hui marque le premier jour de congé avec les enfants. Je dois avouer que c'est un vrai défi. Entre les pleurs, les rires, les jeux qui n'en finissent pas et les gros appétits, on découvre rapidement que les dépenses s'accumulent, les habits de fête, la bouffe, les petites surprises. Sans salaire, c'est vrai que c'est un casse-tête, mais le sourire des enfants vaut chaque centime. Derrière la joie, une réalité économique bien présente. Les congés signifient aussi plus de repas, plus de sollicitations et moins de marge financière. Jade Zeu en profite d'ailleurs pour lancer un appel à la solidarité. J'en profite pour lancer un petit cri de cœur. Si vous avez des bons plans ou des astuces, je suis preneuse. Dans une autre famille, le décor est tout aussi vivant. Chez Rosalie Monou, mère d'enfants, les congés ont transformé la maison en terrain de jeu et parfois en source de maux de tête. En ce premier jour de début de congé, l'ambiance à la maison est vraiment conviviale. Les enfants jouent par-ci par-là. C'est pas facile parce que vraiment ça donne les maux de tête. Et les voisins, les bruits, les cris, les pleurs, mais c'est aussi beau à voir. Ça fait du bien d'observer les enfants, les voir jouer. Et ça nous permet aussi de corriger certaines erreurs. Parce que vous savez, d'habitude, nous ne passons pas le temps ensemble. Pendant que nous sommes au travail, les enfants sont à l'école. Pour Rosalie Monou, ces congés sont aussi un temps d'observation et d'apprentissage parental. Mais là encore, le volet financier pèse lourd dès les premières heures. Elle confie avoir déjà engagé des dépenses inhabituelles, preuve que les vacances scolaires ont un coût réel pour les ménages. Pourtant, dans les rues et les marchés, l'ambiance est plutôt festive. Les enfants sont visibles partout, joyeux, coiffés pour les fêtes, impatients de vivre Noël. Un climat qui rassure Rosalie malgré les inquiétudes. Entre fatigue, foi, espoir et organisation, les familles abordent ces 2 semaines de congé avec courage. Un équilibre fragile entre contraintes du quotidien et bonheur simple de voir ses enfants heureux. Les encouragements de Capital Info Midi à tous ses parents. Les congés de Noël ne font que commencer.
Une note plus triste dans ce journal, cet hommage remarquable du département de la Mefou et Afamba à la matriarche Nyangono. Messina Myriam, le village Fouladja dans l'arrondissement de Zoétélé, a accueilli samedi dernier la célébration de vie de la matriarche décédée à l'âge de 83 ans. Une cérémonie marquée par la sobriété et la paix, mais davantage par la démonstration de force apportée par la Mefou et Afamba. Le compte-rendu de Lorraine Ekweme. Affectueusement Mamami et était décrite par ses proches comme une personne affable, aimante et chaleureuse. Ancienne de l'église LEPC, Nyangono Messina Myriam laisse derrière elle une vaste progéniture, composée de nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tour à tour, lors des témoignages, les membres de la famille ont exprimé leur profonde gratitude et leur amour envers elle, saluant son sens du partage, sa sagesse et son rôle central dans l'équilibre familial. Sa bienveillance sincère et sa générosité ont laissé une empreinte durable dans le cœur de chacune de nous. Sa façon de rassembler la famille, sa tendresse envers ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Sa disparition laisse un vide immense, mais l'amour, la force et les valeurs qu'elle nous a transmises perdureront. Au-delà du recueillement, la cérémonie a été marquée par une mobilisation spectaculaire de la communauté Ekan venue de tout le département de la Mefou-Afamba, avec une présence particulièrement remarquée des fils et filles veleux du nord du département. Cette mobilisation visait à témoigner un soutien appuyé à leur fils, le conseiller régional Albert Florent Bengala, beau-fils de la défunte, qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à être dans cette famille. Ils sont sérieux à venir me rejoindre dans cette famille pour que nous puissions transporter les bonnes graines sur les terres des Zendouane, sur les terres de la Mefou et Afamba, sur les terres de la grande Mefou. Cette présence massive a pris les allures d'une véritable démonstration de force communautaire. Lors du temps d'hommage, les membres de la communauté Mveleu ont exécuté les pas de danse traditionnels Essani portés par le Zomlois présents sur les lieux. Elle nous a tout appris, elle nous a tout donné. Et je voudrais donc au nom de la famille Mveleu, de la grande Mefou, de la Mefou Afamba, des Zendouane, dire à Mme Myriam, tu as donc été ici l'incarnation même du travail. Tu as été l'incarnation même de l'amour tridimensionnel. Puisse donc, parce que tu continueras de prier pour nous auprès du Père, et que tu sois donc pour nous la semence que nous mettons en terre et qui va briller tout au long de nos vies dans le ciel en nous protégeant. Une foule danse, agglutinée autour de la dépouille, esquissait des pas de danse rituels au rythme des sonorités traditionnelles, feuilles en main, dans une communion chargée d'émotions et de traditions. Pendant près de 30 minutes, cette foule a rendu un hommage vibrant à celle qu'ils considéraient comme leur belle-mère, dans une atmosphère à la fois chaleureuse, respectueuse et profondément symbolique. Camerounaise, permettant d'accompagner la matriarche vers sa dernière demeure. S'en est suivie une réception à la hauteur de l'événement digne des grands jours, concluant une célébration de vie riche en symboles et en émotions. Capital FM 102.7, la radio de la capitale. À 12h passées de 30 minutes à Yaoundé, nous accueillons à présent Sandrine Egolo pour le cahier des sports. Bonjour Sandrine. Bonjour Charles, bonjour à tous. Et nous commençons cette page des sports par le coup d'envoi de la CAN 2025. Une ouverture grandiose à Rabat, suivie d'une première victoire pour le pays hôte. À Rabat, le stade Prince Moulay Abdellah a servi de décor dimanche soir à une cérémonie d'ouverture spectaculaire, mêlant musique, chorégraphie et jeux de lumière, célébrant à la fois l'identité marocaine et l'unité du continent africain. Le spectacle a commencé par une séquence musicale calme associée
compétition rythme africain et son traditionnel marocain avant de monter en puissance avec des chorégraphies mettant en scène des centaines d'artistes. Le terrain a été transformé par des projections lumineuses inspirées des motifs zélig et de l'artisanat marocain, tandis que les écrans géants montraient la vie quotidienne, l'éducation, les paysages et les villes emblématiques comme Casablanca, Marrakech ou Fès. Une figure centrale portant une carte en forme de ballon symbolisait l'unité de l'Afrique, tandis que des musiques d'inspiration amazigh rappelaient les profondes racines historiques du Maroc. Le moment le plus émouvant de la soirée a été l'interprétation de Allah Ya Moulana par le groupe légendaire Nas El Ghiwane, ancrant le spectacle dans la mémoire culturelle du pays. Le tout suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde en présence du prince héritier Moulay El Hassan, du président de la CAF Patrice Motsepe et du président de la FIFA Gianni Infantino, rappelant que la CAN est autant une vitrine culturelle qu'une compétition sportive. Et sur la pelouse, le pays hôte a répondu présent. Le Maroc s'impose 2-0 face aux Comores pour son entrée en lice dans un stade surchauffé malgré une pluie battante. Après une première période laborieuse marquée par un pénalty manqué de Soufiane Rahimi, les Lions de l'Atlas ont fait la différence après la pause. Brahim Diaz ouvre le score à la 55e minute avant le geste de la soirée, un retourné acrobatique d'Ayoub El Kabi, entré en jeu pour sceller la victoire. Mission accomplie pour les hommes de Walid Regragui qui démarrent leur CAN avec 3 points et de la confiance. Prochain rendez-vous pour le Maroc le 26 décembre face au Mali. Les Comores, courageuses mais battues, affronteront la Zambie le même jour. Avant même le coup d'envoi de la CAN, le football africain se préparait à une réorganisation majeure, Sandrine. La CAN se jouera désormais tous les 4 ans. La Confédération africaine de football a annoncé que la CAN passera à un rythme quadriennal à partir de 2028, rompant avec la tradition biennale qui prévalait depuis 1968. Cette décision, prise en concertation avec la FIFA, vise à mieux adapter le calendrier africain aux compétitions internationales et à permettre aux stars africaines évoluant en Europe de rejoindre leur sélection plus facilement. La CAF a également précisé que la prochaine édition prévue en Afrique de l'Est en 2027 se déroulera selon le calendrier initial, tandis que la CAN 2028 aura son pays hôte à déterminer. L'organisation biannuelle de la CAN avait souvent posé problème pour les clubs européens et les calendriers internationaux, notamment en raison des tournois organisés en janvier-février ou en milieu de saison. Parallèlement, la CAF créera à partir de 2029 une Ligue des Nations africaines annuelle réunissant les 54 pays membres et augmentant la dotation du vainqueur de la CAN, passant de 7 à 10 millions de dollars afin de renforcer les investissements dans le football africain. Pour Patrice Motsepe, président de la CAF, ce nouveau cycle et cette compétition annuelle permettront de proposer une CAN plus prestigieuse, mieux organisée et encore plus suivie par les fans africains, et tout en rapprochant les meilleurs joueurs africains du continent chaque année. Merci Sandrine pour toutes ces informations relatives à la Coupe d'Afrique des Nations. Et à votre suite, je rappelle que ce lundi, première journée de la phase de groupe de la CAN se poursuit donc avec le match Mali-Zambie. Le coup d'envoi sera donné à 14h au stade Mohamed V de Casablanca. À 18h, l'Afrique du Sud sera face à l'Angola au stade de Ouala Sidi Brahim de Marrakech. Et puis dans la tanière, les Lions indomptables se sont entraînés hier dimanche à Agadir. L'attention s'est particulièrement portée sur Christian Kofan, Benjamin du groupe, arrivé aux premières heures de ce 21 décembre. Ce lundi, une nouvelle séance à huis clos est programmée en prélude au derby du 24 décembre face au Gabon. Et sans transition, nous prenons ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, et c'est avec Griffith Ngomango. Bonjour Griffith. Bonjour Charles, bonjour à tous. On termine chez nos voisins centrafricains. On débute chez nos voisins centrafricains justement, où la question du chômage des jeunes s'impose dans le débat électoral. Oui Charles, en République centrafricaine, le chômage des jeunes demeure une préoccupation majeure malgré l'accès croissant au diplôme. Selon les données disponibles, près de 9,5% des jeunes âgés de 15
15 à 24 ans sont officiellement sans emploi dans un pays où une grande partie de la jeunesse active survit dans l'informel. Face à cette réalité, le candidat Anissé Georges Dologuélé a fait de l'emploi des jeunes un axe central de sa campagne. À Bangui, il privilégie les rencontres de proximité, échangeant directement avec les jeunes pour mieux cerner leurs attentes. Le leader de l'Union pour le renouveau centrafricain mise notamment sur le développement du secteur privé comme moteur de création d'emplois, même si sur le terrain, les besoins restent urgents et immédiats. L'élection présidentielle du 28 décembre prochain s'annonce déterminante après 4 années de transition. La présidentielle en Guinée-Conakry apparaît comme un moment charnière, 4 ans après le coup d'État du 5 septembre 2021 qui a renversé Alpha Condé. Ce scrutin doit en principe marquer la fin de la transition, mais il soulève de nombreuses interrogations. Retour à l'ordre constitutionnel ou consolidation d'un pouvoir militaire. Le général Mamadi Doumbouya, à la tête du pays depuis le putsch, est candidat rendu possible par une nouvelle constitution adopté en septembre qui allonge le mandat présidentiel à 7 ans. Mais cette élection se déroule dans un contexte controversé marqué par l'exclusion de figures majeures de l'opposition, dont les partis de Cellou Dalein Diallo et d'Alpha Condé, alimentant les critiques sur l'inclusivité et la crédibilité du scrutin. Enfin, en Amérique latine centrale, plutôt, la présidentielle au Honduras suscite une vive indignation. 3 semaines après la présidentielle au Honduras, l'incertitude demeure. Aucun résultat définitif n'a encore été proclamé alors que 99% des bulletins ont été dépouillés. La mission d'observation de l'Union européenne dénonce désormais des retards graves, évoquant même une paralysie intentionnelle du processus de validation des résultats. 2 candidats restent en lice, le conservateur Nasri Affoura, soutenu par Donald Trump, et le libéral Salvador Nasrallah. À Tegucigalpa, la population exprime sa colère et son indignation, tandis que l'Union européenne appelle les acteurs politiques à ne pas entraver la proclamation des résultats afin d'éviter une crise post-électorale. Merci Griffith Ngomongo pour toutes ces actualités étrangères. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Au cœur de l'actualité sanitaire internationale, le Cameroun s'est illustré au 2e sommet mondial sur la médecine traditionnelle. C'était du côté de New Delhi, en Inde. Le pays a plaidé pour la création d'un centre collaborateur de l'OMS et pour une intégration responsable de cette pratique dans les systèmes de santé. Une démarche qui positionne le pays comme un acteur majeur en Afrique, au-delà notamment du continent africain aussi. Pour en parler, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, est l'invité de Capital Info Midi. Monsieur le ministre de la Santé publique, bonjour et merci de répondre à nos questions sur Capital FM. Bonjour mon cher Akwa, et merci pour cette occasion que vous me donnez de parler de notre participation à cet important sommet sur la médecine traditionnelle organisé par l'OMS à Delhi en Inde. Monsieur le ministre, vous revenez du sommet mondial sur la médecine traditionnelle à New Delhi, où vous avez notamment porté la voix du Cameroun et appelé à la création d'un centre collaborateur. Concrètement, qu'est-ce que le Cameroun est allé chercher en Inde et surtout, qu'est-ce qu'il en ramène pour son système de santé? D'abord, je voudrais faire comprendre qu'un centre collaborateur OMS pour la recherche translationnelle en médecine traditionnelle est un centre de connaissances qui combine sagesse ancienne et sciences modernes pour la promotion de la santé et du bien-être des populations. C'est ça le centre collaborateur OMS. Maintenant, un tel centre qui existe déjà en Inde et fonctionne très bien avec pour objectif d'abord la promotion de l'utilisation sûre et efficace de la médecine traditionnelle, le développement des normes et de la réglementation pour la médecine traditionnelle, le soutien à la recherche et à l'innovation en médecine traditionnelle, ce qui est très important pour pouvoir capitaliser la contribution de la médecine traditionnelle au bien-être et à la santé des populations. Et enfin, ce centre est là pour favoriser la collaboration entre les pays et les institutions en vue d'améliorer globalement la santé mondiale. Voilà à peu près les objectifs d'un centre. Maintenant, pour répondre directement
à votre question, je voudrais reconnaître l'importance de notre présence à ce sommet. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous voulons encore une fois de plus dire merci à Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, pour sa vision, pour son intérêt pour la médecine traditionnelle dans notre pays. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes allés chercher en Inde? D'abord, c'est porter la voix de notre sous-région, et vous le savez très bien, le Cameroun, à travers ma modeste personne, est membre du conseil exécutif de l'OMS. Et au-delà de tout, nous voulions présenter l'expérience camerounaise, non seulement en termes de la nouvelle loi sur la médecine traditionnelle qui avait été d'ailleurs promulguée déjà par le président de la République, mais davantage les résultats obtenus par l'INPM que nous avons déjà et les médicaments traditionnels améliorés qui ont été homologués dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Et donc, le Cameroun a déjà une petite expérience en la matière. Bref, nous sommes allés discuter, apprendre des pays les plus avancés en termes de médecine traditionnelle, comme l'Inde, comme la Chine, et puis donner notre modeste contribution à la santé mondiale. Ce que nous ramenons aujourd'hui, c'est un carnet d'adresses et des possibilités de collaboration. D'ailleurs, en termes de discussion que nous avons, en termes de connaissances, en termes de contacts que nous avons pris, qui sont bien avancés. Et ça tombe bien au moment où nous sommes en train d'élaborer, n'est-ce pas, les textes d'application de notre loi sur la médecine traditionnelle. Alors, la création d'un centre collaborateur au Cameroun suscite beaucoup d'espoir. Peut-on parler aujourd'hui, Monsieur le Ministre, d'un projet déjà balisé avec un calendrier, un site et des partenaires, ou sommes-nous encore dans une intention diplomatique? Bonjour, à quoi j'aurais bien voulu aimer vous dire que le projet est déjà dans sa phase exécutoire, mais vous savez très bien toutes les phases d'un projet, surtout à l'international, où la procédure voudrait que plusieurs intervenants puissent agir afin que le projet soit opérationnel. Donc, nous sommes là ici, au cœur de notre diplomatie sanitaire, avec non seulement les discussions qui ont été engagées, le plaidoyer qui a été fait. Nous avons discuté avec le ministre en charge de la médecine traditionnelle en Inde, parce qu'ils ont un ministre qui est en charge de toute cette question. Et nous avons discuté également avec le directeur général de l'OMS. Nous avons discuté avec d'autres responsables de l'organisation pour soutenir notre plaidoyer. Et j'ose croire que cela a été bien compris au regard non seulement de ce que nous avons mis sous la table, mais davantage de l'aura de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sur la scène internationale. Donc, nous sommes encore dans cette diplomatie sanitaire. Nous osons croire que cela portera des fruits. Cela fait exactement 1 an, Monsieur le Ministre, que le Parlement camerounais a adopté la loi encadrant la médecine traditionnelle. Quel est le premier bilan que vous tirez de son application, notamment dans les hôpitaux publics, et surtout quelles passerelles concrètes existent aujourd'hui entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle? S'agissant de notre dispositif institutionnel, nous sommes en ce moment en plein dans l'élaboration des textes d'application qui doit pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs. Nous voulons être pointueux sur ce qui va être notre dispositif institutionnel en matière de médecine traditionnelle. Et donc, nous voulons que tout le monde y participe et que nous ayons les meilleurs textes qui soient. Et donc, pour le moment, parler de passerelle, nous avons déjà lancé le recensement des tradis praticiens sur l'ensemble du territoire, qui est là, un régime déclaratif. Après, maintenant, on va passer au crible chaque personne qui s'est déclarée tradit praticien et la matière pour laquelle il s'est déclaré pour que nous puissions avoir à la fin une liste de toilettée. Nous sommes encore dans la formalisation, n'est-ce pas, de la création de l'Ordre national tradit praticien, qui est un organe assez important, c'est-à-dire, j'allais dire, central dans le contrôle, n'est-ce pas, de cette matière. Nous sommes aussi en train de former les personnels de la santé pour un meilleur accueil dans nos formations santé, parce que vous savez très bien que le Cameroun a fait le choix d'une intégration, c'est-à-dire de voir dans nos formations sanitaires également des tradis praticiens qui puissent de temps en temps donner la latitude aux patients de pouvoir se faire accompagner par la médecine traditionnelle ou la médecine moderne. Et il vous souvient aussi que
nous venons de désigner un aumônier national, un imam, pour pouvoir accompagner les patients qui le souhaitent. Donc, les passerelles vont être formalisées, les passerelles vont être visibles, mais nous sommes encore en pleine structuration, en pleine organisation du secteur, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle dans notre pays. L'intégration de la médecine traditionnelle pose aussi et très souvent d'ailleurs la question sensible des praticiens, mais aussi de la formation, notamment le contrôle et la sécurité des patients. Monsieur le ministre, comment l'État du Cameroun évite-t-il le double écueil du laxisme et du charlatanisme tout en protégeant les savoirs endogènes? Monsieur Charles Lacroix, il faudrait qu'on se comprenne très bien. La première idée ici est d'abord de faire bénéficier aux patients, aux populations, les savoirs traditionnels et les connaissances de la médecine moderne à la fois, en veillant, et ça c'est très important pour nous, en veillant sur l'éthique, sur la qualité, les normes et standards, comme étant des garanties de la sécurité et du bien-être du patient. Ça, c'est ce qui est indiscutable comme étant principe de base. Maintenant, l'État, dans son déploiement, dans la structuration, n'est-ce pas, du secteur de la médecine traditionnelle, veillera à faire sortir tous les charlatans des rangs. Et comment nous allons nous y prendre? D'abord, vous savez très bien qu'on doit élaborer un fichier national des tradipraticiens qui ne sera pas un fichier élaboré par X ou par Y au niveau central, mais qui se fera sur la base de reconnaissance par ses pairs. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que chaque tradipraticien, si vous vous retrouvez à Douvar, dans le Mayo-Tchanaga, on demandera à vos pairs, est-ce que vous le reconnaissez comme étant celui qui peut, n'est-ce pas, à travers ses savoirs traditionnels, à travers ses plantes, soigner telle ou telle autre chose. Et ce sont vos pairs qui vont vous reconnaître comme étant tel. Et c'est pour cela que nous vous mettrons sur le fichier national. Mais si vos pairs ne vous reconnaissent pas comme étant tel, vous n'y figurez pas. Et pour nous, vous ne serez pas tradipraticien. Donc si vous vous retrouvez à Nguelmendouga, ça sera les tradipraticiens de Nguelmendouga. Si vous vous retrouvez à Samélima, ça sera la même chose. Et donc, je crois qu'avec cette procédure, cette démarche, mise en place, cette dynamique, nous pouvons réduire, tout au moins à sa stricte expression, n'est-ce pas, la propension de ces charlatans à regagner les rangs, n'est-ce pas, des praticiens. Docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, merci d'avoir répondu à nos préoccupations sur Capital FM. Écoutez, mon cher, c'est moi qui suis assez reconnaissant, non seulement pour la pertinence de vos questions, mais davantage pour l'occasion que vous m'avez ainsi donnée pour parler de la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans le secteur de la santé et davantage en ce qui concerne, n'est-ce pas, la médecine traditionnelle qui devra prendre beaucoup plus d'ampleur les années qui arrivent au Cameroun. Et vous savez très bien que pour nous, nous pensons que la médecine traditionnelle, l'avenir, n'est-ce pas, de la médecine, et nous devrons prendre toutes les précautions pour que cela prenne son envol, son essor, et que ça puisse aider nos compatriotes à se sentir mieux à travers le territoire, et d'ailleurs pour aider également le monde en termes de bien-être. Merci. Capital FM 102.7, le journal. C'est la fin de cette édition de Capital Info Midi, préparée par la rédaction sous la coordination d'Angèle Fomor, édition réalisée par Sandrine Egolo, à la mise en onde de Junior Ebanga, à la mise en onde de Junior Ebanga, à la régie vidéo Alex Vando, programme supervisé par Jean-Jacques Zeu. À ces micros de présentation, je suis Charles Lacroix. Merci de votre fidélité. Excellent début de semaine à l'écoute de nos programmes.